Bonjour à tous. Les élections locales sont terminées. Elles ont été organisées parfois dans des conditions calamiteuses dans certaines localités avec leur lot de violence, de destruction et de protestation. Certains ont qualifié ce scrutin de mascarade électorale alors que la commission électorale indépendante elle-même se satisfait globalement de son organisation. Élections locales, ces interrogations qui pèsent sur la présidentielle de 2020, c'est le thème de ce qui fait débat. Je vous présente mes invités. Mamadou Karamoko, économiste et politologue, vous êtes également chef d'entreprise. Bonjour Habib. Bonjour. Geoffroy Julien Kouaos, juriste et analyste politique, votre dernier essai, Le Premier ministre, un prince nu, repenser le régime politique ivoirien, est publié aux éditions Plume Habile. Bonjour Julien. Bonjour. Et puis mon troisième invité, Rodrigue Fayraman, connaît, vous êtes sociologue. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Alors, ces élections régionales et municipales ont vu une large victoire du RHDP, parti unifié, avec 92 élus municipaux et 18 conseillers régionaux. Le RHDP, donc, on peut le dire, Rodrigue, le RHDP est aujourd'hui la première force politique de ce pays. Oui, formellement, on va le dire si on voit le nombre d'élus comparativement aux autres formations et aux indépendants. On est tenté de dire à première vue que c'est la première force politique dans le champ politique actuel. Mais cela dit, il faut peut-être une analyse beaucoup plus poussée pour pouvoir véritablement évaluer du niveau et de la force réelle de chaque acteur dans la perspective de 2020. Alors, est-ce que, Geoffroy Julien, est-ce que aujourd'hui le RHDP reste cette première force politique? Si oui, en quoi? Est-ce que le fait d'avoir gagné ces élections locales autorise à penser que voilà, c'est la première force politique systématiquement? Évidemment que oui, puisque l'instrument de mesure par excellence dans une démocratie de la légitimité d'une force politique, ce sont les élections. Et là, comme vous l'avez dit, le RHDP caracole en tête, tant au niveau des élections régionales que municipales. Donc, objectivement, c'est la première force politique ivoirienne. Seulement, il faut relativiser en ce sens que une partie importante de la classe politique ivoirienne n'a pas participé à ces élections. Je vais parler de la branche FPI dirigée par Abdraman Sangaré et Simone Gbagbo. Et puis aussi, ces élections sont intervenues dans des conditions de fragilité pour le PDCI RDA. Alors, là, le RHDP est en tête, donc est-ce qu'on peut dire tout de suite que 2020, ça se présenterait déjà assez bien pour ce parti unifié? Comme l'ont dit les prédécesseurs, les élections qui viennent de finir sont une cartographie du champ politique ivoirien. C'est vrai que le RHDP vient en tête aux élections municipales comme aux élections régionales. Je pense qu'à partir de ces résultats, on pourrait se projeter objectivement pour 2020. Quand on essaie de voir la carte électorale du pays en ce moment, on voit que le RHDP est le parti qui est le plus représenté du nord au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Quant aux autres partis, notamment le PDCI, il reste plus ou moins confiné dans son bastion traditionnel. Nous sommes à 2 ans de la présidentielle. En 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer, des alliances peuvent se tisser. Et puis aussi, il faut voir avec l'équation des indépendants. Voilà, faut dire que on va en parler tout à l'heure. Donc, beaucoup de choses peuvent se décider d'ici 2020. En tout cas, pour les chiffres qu'on a en ce moment, le RHDP... C'est la première force politique. Et c'est la force politique la mieux implantée. Alors, Ouattara a eu le nez creux. Oui, je pense que la stratégie du RHDP est intéressante, celle d'avoir misé sur la couverture totale du territoire. Ça,
Je pense que c'est à son mérite, il faut le dire. Mais je pense que, comme mes prédécesseurs aussi l'ont dit, il faut un peu relativiser tout cela. Il y a le taux de participation, il y a ce qu'il ne faut pas oublier que le taux de participation peut-être il n'explique pas simplement la présence l'absence, je dirais, d'une force aussi importante que le FPI Tendance Sangaré, mais c'est aussi tout un imaginaire de la violence électorale qui a créé un traumatisme dès 2010 qui fait que dans certaines communes en particulier, il n'y a pas eu. Aussi, je peux prendre quelques exemples. Si on prend par exemple à Bobo, l'électorat, c'est moins d'un quart, c'est pratiquement 24% du taux de participation, qui est une commune traditionnellement qui était proche du pouvoir en place. L'offre électorale qui se faisait était à la fois celle du pouvoir électoral, du pouvoir en place, mais aussi d'une opposition au sein même du pouvoir, un candidat proche de Soro qui était plus jeune. C'était un électorat divisé. On aurait cru qu'il y ait une forte participation donc des populations à la fois jeunes et aussi de ceux qui se sentaient peut-être frustrés par l'offre politique du régime en place, mais nous sommes arrivés à 24%, c'est-à-dire qu'il y a une partie importante de l'électorat qui ne s'est pas mobilisé, à se présenter. Donc c'est important. Est-ce que cela est un indicateur véritable du poids du parti au pouvoir, eu égard au fait que c'est son électorat à la base, pour qui cet électorat votera en 2020. Donc il faut tout de suite... je rappelle qu'Abobo est pratiquement la seconde commune ou la première commune avec l'électorat le plus important en Côte d'Ivoire. Vous avez Abobo, Yopougon et Cocody. Donc il faut véritablement... Il y a encore quelques incertitudes par rapport à 2020 qui, d'ici là, nous laisse beaucoup de champ. Alors, le taux de participation est quand même de 36% pour ce qui concerne les municipales et un peu plus de 46% pour ce qui concerne les régionales. Rodrigue le disait un peu tout à l'heure, tout le monde ne s'est pas forcément mobilisé. Ça a toujours été ainsi. Oui, ça a toujours été ainsi. La Côte d'Ivoire a toujours été une démocratie de l'abstention pour des raisons diverses. D'abord, c'est une passivité rebelle de la population envers la classe politique qui montre son dilettantisme, sa non-maturité politique, en ce sens que les élections deviennent toujours une cause d'anxiété. Donc pour les populations, c'est une manière de sanctionner la classe politique. Mais c'est aussi la preuve aussi d'un incivisme politique, c'est-à-dire que les populations ne mesurent pas le poids du bulletin de vote quant à sa capacité de changer la cité. Ils ne croient plus en fait en la parole du politique. Les populations, ça on ne cessera jamais de le dire, hein. Les populations, il y a un sentiment de découragement général, ça il faut le dire. Et il faut dire aussi que entre la présidentielle de 2010, qui était une élection avec un enjeu particulier, et plusieurs enjeux particuliers d'ailleurs. Et toutes les élections qui ont suivi, bon, il faut dire que les populations ont le même comportement que elles ont depuis que la Côte d'Ivoire est dans les phases d'élection. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis qu'on vote en Côte d'Ivoire, au milieu des années 46, le taux de participation des élections dépasse rarement les 50%. Ça, il faut le dire. Mais il faut dire que ces derniers temps, compte tenu du fait que beaucoup de choses ont été promises parfois aux populations sans être en retour, elles n'ont pas vu sans être honorées. Finalement, elles sont devenues fatalistes, mais dans le mauvais sens. Mais de toutes les façons, qu'on aille voter ou pas, rien ne changera. Bon, donc les gens préfèrent rester à la maison. Oui, malheureusement, c'est ça. Est-ce un fatalisme ou un incivisme politique? Moi, de mon analyse, je verrais plutôt ça qu'une autre forme d'expression de la citoyenneté. C'est une citoyenneté qui, j'aime bien votre expression quand vous parlez
Vous avez utilisé une expression tout à l'heure. De passivité rebelle. Voilà, de passivité rebelle. Je pense que le mot rebelle est quand même très intéressant, qui montre que ce n'est pas un désintérêt. Oui. C'est même un fort intérêt au politique, mais avec une expression où la passivité devient un instrument, une modalité, un répertoire un motif de contestation. De pression. Voilà, de pression. Un moyen de pression, pardon. Tout à fait. Donc, est-ce que notre système électoral prend en compte cette dimension aussi importante? C'est pas évident. Parce qu'elle dit beaucoup de choses. Elle dit à la fois qu'on est fatigué, on n'est pas représenté à travers l'offre politique. On ne nous écoute pas. Elle dit à la fois que l'offre politique ne répond pas à nos aspirations, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble de questionnements à mener. Et si cela, on le remet dans le long temps, il est vraiment besoin de réfléchir davantage à un système qui soit plus à l'écoute des citoyens. Moi, je pense que tout ça se résume en une seule chose, la formation politique des populations. Il faut former les populations, il faut leur expliquer à quoi servent leurs impôts. Un président de la République, à quoi ça sert? Un ministre, à quoi ça sert? Je pense que... Et à quoi ça sert faire de la politique? Voilà. Si les populations sont suffisamment informées, et il faut informer la population, je veux dire, ça peut se faire dans les langues vernaculaires, ça peut se faire du corps à corps, mais moi, par exemple, ma pauvre maman, qui n'est pas forcément lettrée, de temps en temps, elle me pose des questions. Et les députés que nous votons, qu'est-ce qu'ils font? Les maires, qu'est-ce qu'ils font? Dans un langage simple, avec des mots simples, je lui explique, et je me rends compte qu'elle a effectivement un intérêt pour ces choses-là. À partir du moment qu'elle voit l'intérêt de la chose, elle peut être réceptive. Toutes les personnes qui ont le même profil qu'elle peuvent être animées ou pas à aller voter ou non. Je pense qu'il y a un problème de formation. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne rejette pas du tout la question de la formation. Il faut de la pédagogie politique et électorale mais il y a un fait qui me permet de me questionner et puis de relativiser un peu cette analyse. Je finis une enquête actuellement auprès de la non-participation des jeunes en partant d'un échantillon de 5 villes de la Côte d'Ivoire où le taux d'inscription à la liste électorale pour les jeunes entre 18 et 34 ans était très faible. Et donc on peut savoir ces villes? C'est Teini, c'est Bundoukou, c'est Mankono, Sassandra. Oui, je pense que ça fait 4 villes. Mankono, c'est chez moi. Voilà, Mankono, je crois que c'est 5 villes, Sassandra et Bangolo. Bangolo pour terminer. Et bon, c'est une étude qui est commanditée par un acteur important qui travaille pour la démocratie ici en Côte d'Ivoire. Et la remontée des données, les focus group qu'on a fait avec les jeunes, montre très bien que les jeunes connaissent de façon excellente ce à quoi sert, ce que voter veut dire. Ils savent pour chaque élection, en tout cas pour la majorité on a dépouillé. Mais pourquoi ils ne se décident pas à aller voter? Pourquoi ils ne se décident pas? C'est là où je trouve qu'il est intéressant. Oui. C'est intéressant dans ce sens où ils sont déçus de l'offre politique, comme on a dit, très déçus de l'offre politique, et puis ils ont le sentiment que c'est un jeu de dupes pour eux. C'est un jeu de dupes. D'ailleurs, leur comportement vis-à-vis de l'argent pendant la période électorale... Une forme de défiance. C'est pas au-delà, ils ont une posture stratégique. Ils se disent, mais c'est le seul moment où les candidats vont délier le porte-monnaie. C'est en ce moment où il faut au maximum en avoir. Parce que finalement, ils ont le sentiment, je suis d'accord avec vous, qu'ils ne peuvent pas changer dans le système, mais en même temps, ils se disent que on peut profiter de ce système-là. Voilà, on peut profiter qui ne s'intéresse pas à nous. De ce système. L'éducation aux politiques serait stratégique pour davantage. Moi, je pense qu'il manque à la citoyenneté ivoirienne, c'est un peu plus d'engagement, un peu plus. Personne ne veut prendre des risques. On ne peut pas construire une culture, une citoyenneté et puis en étant attentiste. Alors, est-ce que on disait tout à l'heure je disais tout à l'heure plutôt que le président Ouattara a certainement eu le nez creux en mettant en place le parti unifié, dans la perspective aussi de ces élections régionales. Est-ce que le RDR, qui est son parti politique de base, aurait pu faire mieux à ces régionales? Je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le RDR et le RHDP, parce que quand vous regardez bien la composition actuelle du RHDP, hormis
le parti de Mabrice Touakeus, les autres ne pèsent pas grand chose sur le chiquier politique ivoirien. Mais il y a une constance en Côte d'Ivoire. Si vous remarquez bien, le parti au pouvoir a toujours remporté les élections locales, les élections législatives. Donc c'est ce qu'on appelle les effets de pouvoir. Mais aussi parce que nos élections ne se déroulent pas dans des conditions totalement démocratiques. Regardez un peu. D'abord, le FPI, Tendance Absalom Sangaré, appelle au boycott. On est d'accord. Et en même temps, ils sont les premiers à proclamer le taux de participation. Ils appellent au boycott. Donc, l'électorat ne prend pas part à l'élection. Le PDCI-RDA part totalement presque en lambeaux à ces élections. Donc, ça ne permet pas vraiment de voir les forces des uns et des autres, surtout que le taux de participation est encore faible, ça pose un problème de légitimité. Or, en politique, seule la légitimité compte. Alors, il y a le cas, on parlait un peu du PDCI tout à l'heure. Le PDCI a eu à ses élections municipales 50 listes élues, si je me trompe. Hein. Alors, et au régional, 6 élus. 6 élus, oui, 6 listes. Alors, le PDCI est en recul. Je ne pense pas. Moi, je suis même agréablement surpris pour le PDCI. Ah. Je pensais que... C'est-à-dire que les résultats auraient été... Compte tenu des soubresauts que ce parti a connus ces dernières semaines, je pensais que les résultats allaient être beaucoup plus catastrophiques. Mais on voit que le PDCI s'est très bien débattu, le PDCI a gagné dans ses zones traditionnelles, le PDCI a obtenu des communes importantes et symboliques telles que Cocody, les plateaux. Je pense que en termes de voix ou en termes d'élus, valeur absolue, naturellement le RHDP a gagné, mais je pense que le PDCI, après ces élections, sort très renforcé. Quand on voit la composition du RHDP, qui est composée de 5 pays, 5 partis, et le PDCI seul, les résultats sont très bons pour le PDCI. Voilà. Donc après, il faut mener les analyses, il faut mener les réflexions, il faut tirer toutes les leçons de ces élections. Et vous remarquerez que après ces élections, les discours du PDCI, leur attitude, leur posture concernant les choix qu'ils ont fait dernièrement, les choses, je ne dirais pas se radicaliser, mais ils se diront qu'ils vont dans le bon sens, ils ont fait le bon choix et ils vont maintenir leur position. Je crois que en tout cas, ils ne sont pas du tout affaiblis de cette élection. Très bien. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, moi je partage l'analyse du frère, c'est le PDCI a prouvé qu'il est résilient dans un contexte assez difficile et hostile. Le collègue Kwao rappelait tout à l'heure que le parti au pouvoir a toujours gagné les élections locales. Bon, il y a toute une machine avec, mais vous voyez, le PDCI, dans un moment difficile, a réussi quand même à conserver son électorat, le noyau dur de son électorat. Et ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Vous voyez, dans le Béquet, comment on appelle ça, dans l'Ifou, dans le Bélier, des régions aussi importantes dans le sud-ouest, le Boclay, et également le Haut-Sassandra, et des communes aussi importantes comme Cocody, ainsi de suite. Le plateau. Voilà. Mais cela dit, et ça je pense que c'est important aussi de le rappeler, quand on regarde dans le sud-ouest et dans le Haut-Sassandra, c'est l'électorat aussi qui est fortement, c'est la base aussi électorale du FPI, Tendance Sangaré. Quand on regarde les taux de participation là-bas aussi, on verra que certes le PDC s'est positionné, mais il y a une partie importante de l'électorat qui n'a pas voté. Donc je me pose la question, si le FPI prenait part à ces élections, quel aurait été le rapport de force, quel aurait été le poids véritable du PDCI dans cette localité? Je pense que c'est une victoire symbolique, c'est assez fort. C'est en cela que l'analyse devient très intéressante en 2020. Voilà, parce que à travers ces élections, on pourra faire de très belles projections. Naturellement, en 2020, je ne crois pas du tout que le FPI, qu'il soit Tendance Sangaré ou AFI, aura l'attitude qu'il a en ce moment. Tout à fait. Et des alliances vont se faire et les enjeux de 2020 sont des enjeux beaucoup plus importants.
Pour moi, les élections qui viennent de se passer permettent à chaque état-major d'affûter ses armes. Stratégie. Voilà, Bon. de peaufiner la stratégie et pour se lancer pour l'élection majeure de 2020. Alors, il y a le plateau. Le cas Fabrice Sawénion, candidat du RHDP, Parti unifié. Alors, c'est, je veux dire, l'élection, la compétition qui a le plus animé et les réseaux sociaux et l'opinion publique. Quelle leçon tirer de cela? Moi, je fais 2 remarques. La première, c'est que le plateau, c'est 8000 habitants. Ouais. 68 000 électeurs. Ouais. Ça Ouais. pose un problème démocratique Ouais. et républicain. Deuxième remarque que je fais, c'est que nonobstant tout ce que vous avez révélé, M. Fabrice Sawénion a fait amende honorable en reconnaissant... De façon très élégante. Ouais, de façon très élégante en reconnaissant sa défaite. Je pense que c'est une attitude républicaine, démocratique qu'il faut saluer, qui efface un peu tout ce qui s'est passé antérieurement. Alors, il faut quand même noter que sa candidature a révélé que, en fait, la question de l'ivoirité, on n'a pas tiré une croix là-dessus. Oui, je pense qu'à mon avis, on peut déplorer, ça a cristallisé un peu un ensemble de frustrations qui finalement ont laissé libre cours à des discours, je dirais, ivoiritaires. Je pense que c'est l'une des tendances malheureusement lourdes du politique en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il faut le resituer dans le contexte dans lequel nous sommes. Vous voyez, les discours qu'on pourrait qualifier de xénophobes sont des discours partout au monde qui émergent dans des contextes de crise économique forte. Si nous revenons, on replace cette analyse en interne ici, on verra très bien. C'est vrai qu'on parle de taux de croissance assez intéressant, mais les inégalités sociales sont de plus en plus fortes. La pauvreté est encore ambiante. Donc, du coup, il y a un ensemble de frustrations qui se cristallisent où la figure de l'étranger peut être un bouc émissaire. La manière dont l'élection s'est organisée au plateau, le positionnement de Fabrice relativement au maire précédent, et ainsi de suite. Il y a eu tout un environnement qui a cristallisé un ensemble de ressentiments et de passions, et l'argument identitaire est devenu un argument qui a été investi dans la balance pour pouvoir mobiliser et cristalliser malheureusement les imaginaires autour de quelque chose qui, à mon avis, reste très dangereux pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous voulez dire qu'on n'aurait pas pu assister à autre chose qu'à ça? Non, on aurait pu, mais je veux dire qu'il y a un ensemble de déterminismes qui ont fortement pesé dans la manière dont le discours s'est décliné. N'oublions pas que ce discours, toutes les grandes élections en Côte d'Ivoire depuis 1990, cette question s'est toujours cristallisée, est toujours présente. Donc, cette élection présentait d'abord un enjeu politique important pour le parti au pouvoir, mais symboliquement, ça cristallisait un peu tout l'imaginaire belliqueux récent qu'on a vécu en 2010. Et voilà. Parlons d'environnement, parlons de l'environnement de ces élections au plateau. Le ministre Bakayoko a dit très clairement, en soutien à Fabrice Sawénion, que le candidat aujourd'hui élu était un prisonnier en sursis. Et ça aussi, ça n'a pas contribué à apaiser les tensions. Moi, je pense que tout ça relève aussi de la formation de nos hommes politiques et de l'apaisement même du discours politique. Pour revenir au plateau, moi je fais un certain nombre de remarques. Il faut dire que Fabrice Sawénion, pour ceux qui ne savent pas, son projet de candidature au plateau remonte à plusieurs années. Sauf qu'il voulait aller en indépendant. Il ne voulait pas aller sous la couverture. Est-ce qu'il aurait pu gagner en indépendant que sous la casquette RHDP? De mon point de vue, en indépendant,
les populations allaient avoir un regard autre que le regard qu'ils ont eu lorsqu'ils s'est engagé. Parce qu'il faut dire que Patrice Saounion est un exemple de réussite, de jeune qui a réussi. On lui reproche son arrogance aussi. Hein. Oui, mais je veux dire qu'on reproche toujours des choses à tout le monde. Voilà. Mais ce que moi je retiens, c'est un jeune Ivoirien qui a réussi, qui a fait des études, qui a monté une affaire qui marche très bien. Je pense que s'il était allé en indépendant, c'est pas sûr qu'il avait gagné, mais les discours que nous entendons aujourd'hui, je ne crois pas qu'il allait, au-delà de peut-être l'attitude qu'il a eue dans un premier temps, en ne reconnaissant pas tout de suite sa victoire et les supposées tentatives de fraude, de déplacement de jeunes qu'il y a eu, le retour de ces discours identitaires sur l'origine de Fabrice peut être dû, je dirais, à une forme de frustration, voilà, à une forme de cristallisation, de la colère, etc. Comme le disait tout à l'heure Rodrigue. Comme le disait Rodrigue. Mais je crois que ça, c'est inhérent à tous les peuples, que ce soit aux États-Unis, en France, etc. Les gens, lorsque ils se sentent frustrés et impuissants, ce sentiment d'impuissance peut les amener à avoir un discours juste pour faire mal à celui qui est en face d'eux. Mais il ne faut pas aller plus loin que ça. Moi, je crois que ce sentiment de discours xénophobe n'allait pas se faire entendre sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout ce qu'on a entendu, si calmement, Fabrice avait tout de suite reconnu sa défaite. Parce que... Ah non, ça a commencé bien avant, même le vote. Hein. Oui, bien avant. Ça avait déjà commencé bien avant le vote. Oui. Donc, bien avant. Moi, mais en fait, on ne peut pas... C'est ce que je suis en train de te dire. On ne peut pas enlever cela en un peu. C'est-à-dire, dans un pays, les populations sont composées de tout. Vous avez des racistes, vous avez des xénophobes. Je veux dire, malgré la formation, malgré le niveau de démocratie, on ne peut pas échapper à cela. On ne peut pas échapper à cela. Aux États-Unis, en France, vous avez des partis d'extrême droite, mais la force des institutions, des lois sont telles que, quel que soit leur discours, mais ils deviennent minoritaires. Très bien. Voilà. Alors, Julien, il y a eu également le phénomène des indépendants. Alors, vous avez souvent dit que ce sont des indépendants dépendants. Est-ce que c'est un phénomène sincère? Sincère, je ne peux l'affirmer, mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart des personnalités qui se réclament et se proclament indépendantes sont affiliées à des partis politiques et sont partis à ces élections à la suite de frustrations parce qu'elles n'ont pas été choisies par leur état-major politique. N'empêche qu'il y a de véritables indépendants. Le cas par exemple de Assalé Timoko à Tiasalé le montre très bien. Et pour parler, je félicite d'ailleurs en passant. Oui, parce que c'est la preuve que l'existence précède l'essence. C'est une des fiertés nationales à Salé Timoko. Et ça permet aussi de relativiser un peu sur la mentalité des populations. Les populations, lorsqu'on leur propose plusieurs offres politiques, elles savent toujours choisir la meilleure. Et le cas d'Assalé Timoko est un exemple à suivre. Tout à l'heure, pour revenir un peu sur le débat de l'ivoirité, oui, ça peut s'expliquer, mais ça ne se justifie pas. Il y a eu énormément de discours impolitiques lors de ces élections. Il faudrait dès maintenant que la société civile se mette, n'est-ce pas, en route, sur toutes les routes de Côte d'Ivoire pour commencer la sensibilisation politique. Parce qu'avec ce que nous avons vu, les morts que nous avons vus, les casses que nous avons vus, les actes de violence, il y a lieu dès maintenant de commencer la formation et la sensibilisation politique sur le terrain. Et ce ne peut être que l'affaire de la société civile. Alors, oui, il a commencé à... Oui, les indépendants en d'un mot. Oui, pour moi, il faut regarder. C'est vrai qu'on peut analyser de la qualité, du niveau de l'offre politique qui est malhonnête, qui se met en posture stratégique pour pouvoir capter un électorat. Mais du côté de l'électorat, si on fait aussi une analyse, c'est très important. Ça donne un message important. Les indépendants, il y a eu une croissance de 2013 où les chiffres étaient à 300, je pense,
89 par là, nous sommes à 400 et quelques. Il y a eu une montée des indépendants. Évidemment. Je pense qu'il y a eu et ça dit quelque chose des attentes et des aspirations des électeurs à la base. Et ça, le fait que des indépendants se soient présentés, déjà 2012, 2012 et ensuite 2013, et qu'il y a eu des gens qui étaient élus, ça a fait une césure importante dans l'imaginaire politique. Au point où les gens se disent que je peux être élu sans que je sois parrainé par un parti politique. Mais ça veut dire aussi au niveau des populations qu'ils veulent qu'il y ait un changement. Moi, j'ai fait une analyse rapide en regardant l'âge moyen des candidats. Quand on prend globalement l'âge moyen des candidats, on va voir le RHDP, l'âge moyen est de 55 ans. Le PDCI, c'est 58 ans. Les indépendants, c'est 49 ans, relativement plus jeune que l'ensemble des partis politiques. Le plus jeune, le plus âgé des candidats a pratiquement, je vais dire, presque 89 ans, qui se présente à Séidougou, 81 ans encore, quelqu'un qui se présente à Vavois, et ainsi de suite. 60. Et ces personnes sont portées par des partis. Est-ce que vous voyez? Les partis fonctionnent sous un mode gérontocratique. Et ça, les populations ne l'acceptent pas. L'électorat a changé. 77,73% de la population est en dessous de 35 ans. Tandis que l'âge moyen des candidats qui sont proposés est 50-60 ans. Donc vous voyez que les indépendants qui percent de leur jeunesse et percent en dehors des partis politiques parce que les partis politiques peinent véritablement à donner une solution. Alors, Habib, c'est vrai, on parlait là des indépendants, mais le problème avec les indépendants, comme l'a si bien dit Julien tout à l'heure, ils gagnent en indépendant et après retournent à leur parti politique. En fait, donc ça pose un vrai problème de sincérité. La plupart des indépendants sont issus des partis politiques. Ouais. Généralement, ils se présentent en indépendants lorsqu'ils estiment qu'ils ont la légitimité populaire, mais l'appareil, le parti ne les a pas choisis. Donc, ils décident de se présenter pour montrer au parti que c'est eux qui ont effectivement la légitimité. Une fois que cette légitimité est obtenue à travers le vote des populations, ils rejoignent leur parti. Donc il y a une sorte de duperie quand même. De renégociation. Oui, c'est une forme de duperie. C'est une forme de duperie parce que je pense que les populations, en les votant, sanctionnent les partis. Tout à fait. Mais c'est une forme de duperie vis-à-vis des populations. Tout à fait. Mais je crois qu'il faut œuvrer à ce qu'il y ait le moins d'indépendants possible. Et ça, les partis politiques doivent organiser en leur sein un mécanisme de désignation qui ne frustre pas. Alors, moins d'indépendants, moi je dirais, pour l'offre, si je me mets du côté des électeurs, plus il y a d'offres indépendantes, plus c'est qualitatif pour la démocratie, il y a beaucoup plus de vitalité. Évidemment. Ça, les partis politiques, ils seront obligés de se réformer ou de disparaître. Nous sommes dans une période, je dirais, historique de la démocratie ivoirienne. Les partis, le modèle des partis politiques tel que conçu au sorti du parti unique, on a cru que c'était des partis qui avaient la démocratie en interne, mais c'est des partis uniques, peut-être en miniature, représentés, structurés autour de personnes avec une posture dirigiste et autoritaire. En fait, ce sont des partis de notables. Voilà. Donc, et du coup, c'est une pyramide où il y a une élite qui dépasse généralement pas 15 personnes, qui prend 80% des décisions pour la grande masse. Et à mon avis, cette forme-là doit être revue. Les partis seront obligés, ils sont en pleine crise actuellement. On a l'impression que tout va bien, mais en réalité, ce sont des partis en crise. Ce modèle va disparaître. Il faut une démocratie plus participative, il faut des primaires, ainsi de suite. Ça va s'imposer. Plus de démocratie à l'intérieur des partis. Sinon, les indépendants, c'est vrai qu'ils commencent à se rallier, mais on va en arriver à un certain moment où... même les indépendants risquent d'être rejetés par les populations. Alors Julien, vous évoquiez tout à l'heure une question essentielle, la violence politique. Depuis plusieurs élections, elles émaillent tous les scrutins. Ça, c'est un vrai problème. Mais qu'est-ce qui cause cela? Nous avons un véritable problème avec la démocratie. Nous sommes en conflit avec la démocratie.
la classe politique n'est pas démocratiquement mature. Mais aussi, c'est parce que c'est la même classe politique depuis près de 3 décennies. Ce sont les mêmes que nous voyons sur la scène politique. On ne peut pas être après avoir été. Et comme le disait tout à l'heure Rodrigue avec brio, ce ne sont pas des démocrates. Regardez comment ces partis fonctionnent de façon hiérarchique, comme si on était dans une administration. Or, un parti politique dans une démocratie fonctionne de façon démocratique. La décision vient de la base et non du sommet. Vous comprenez bien? Mais là, tout vient du sommet. Et puis, on a des chefs charismatiques qui ont quasiment un statut divin. Un statut divin et qui n'aiment pas la contradiction. Donc, c'est ça le problème. On ne peut pas construire une démocratie sans des démocrates. On ne peut pas construire une république sans des républicains. Et donc, je pense qu'il faut revenir à la formation, mais en même temps, il faut créer une nouvelle dynamique qui puisse de façon démocratique renouveler la classe politique ivoirienne. Mais comment on l'a créé cette dynamique? Oui, mais justement, c'est pourquoi je salue par exemple la victoire d'Assalé Tiboko. Ouais. Il faut que de nouvelles personnes prennent le risque de venir sur cette scène politique, même si je sais qu'elle est violente, elle est irrationnelle, mais il faut oser. Il faut faire plusieurs propositions parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, à l'observation, le FPI, le PDCI, le RD ont atteint leurs limites et ne peuvent plus proposer une société démocratique et paisible à la Côte d'Ivoire. À l'horizon 2020, ce qui serait l'idéal pour la Côte d'Ivoire, c'est de nouvelles offres politiques, de nouveaux partis politiques, de nouvelles personnalités politiques. À défaut, l'aventure n'est pas loin. Alors, Abiboui. Moi, je pense que la violence, c'est le thermomètre qui mesure la force des institutions. Vous savez, les populations sont les mêmes, qu'elles soient américaines, françaises, ivoiriennes ou ghanéennes, les populations sont les mêmes. Je ne crois pas du tout qu'un Ivoirien, un Sénégalais n'ait pas le même attachement à son leader politique qu'un Américain ou un Français. Mais pourquoi, à la suite d'une élection, quand le leader où le candidat en France est déclaré vaincu, il n'y a pas véritablement de manifestation. Parce que le Français croit en ces institutions. D'ailleurs, chez eux, ils n'ont pas de commission électorale, il n'est pas là, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais ils croient en la force de leurs institutions. Je crois que c'est à cela qu'il faut venir. Lorsqu'on aura des institutions véritablement démocratiques, qui déclarent des résultats, il n'y a pas de raison que les populations n'adhèrent pas à cela. Mais quand nous avons des institutions bancales qui disent des choses, après qui se dédisent, ça ne marchera pas. Qui piétinent le droit. Et les populations, se sentant frustrées, n'attendront pas forcément de voir des recours officiels, puisque de toutes les façons, elles se disent, toutes ces institutions sont toutes les mêmes. Elles fonctionnent de la même façon. Elles fonctionnent de la même manière. Je crois que le véritable outil contre les violences, c'est de renforcer un peu plus nos institutions, les rendre plus crédibles, plus démocratiques. Vous verrez que les résultats... Mais il faut des hommes pour le faire. Les institutions, ce sont des personnes morales, animées par des personnes physiques qui sont les hommes politiques. C'est pourquoi je dis que aujourd'hui, la question du renouvellement de la classe politique ivoirienne n'est plus une question de pertinence. C'est une question de survie républicaine. Elle est essentielle. Elle est essentielle, elle est primordiale, c'est une question inaugurale. Elle est même existentielle. Oui, c'est ce que je dis. En cela, il faut que chacun s'engage. Je dis, il est bien beau entre intellectuels de se retrouver, faire des débats, tracer des pistes, ébaucher des solutions. Et en même temps, c'est le rôle des intellectuels. C'est le rôle des intellectuels, mais je crois qu'au-delà de ce que nous faisons, il faut développer aussi une politique de proximité. Parce que, Julien l'a dit, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'intellectuels, la Côte d'Ivoire ne manque pas de cadres. Lui, déjà, il fait tout le temps de la formation. Oui, hein, donc, je dis que chacun... Il fait sa part, je le défends. Il faut continuer de le faire. Et dans notre environnement immédiat, avec nos amis, nos parents, il faut aller vers les gens, expliquer aux gens ce qu'est la démocratie, et puis interpeller, et ne pas se fatiguer d'interpeller les pouvoirs publics. Alors, il y a une autre question essentielle que j'aimerais qu'on aborde avant la fin très rapidement de cette émission, c'est le pouvoir aujourd'hui des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont révélé, on parlait tout à l'heure de renouvellement de l'offre politique, de renouvellement des visages même en politique. Les réseaux sociaux, sur ces élections, ont prouvé plus que jamais qu'ils étaient le meilleur instrument de campagne
pour des candidats inconnus qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas pu accéder aux médias classiques. Oui, même au-delà de cette problématique de l'accès aux médias, je pense que les réseaux sociaux révèlent qu'il y a une mutation, je pourrais dire, de la culture politique, mais du système démocratique ivoirien qui est important, mais qui n'est pas toujours saisi par les institutions. La campagne traditionnelle, ce sont de grands meetings, très visibles, très ostentatoires. De grands panneaux qui coûtent beaucoup d'argent. Mais une bonne partie de l'électorat maintenant n'est plus visible en dehors. Elle est captée. Parce que quand on se réveille le matin, notre premier réflexe, c'est de prendre notre téléphone, d'aller sur... avec notre smartphone, on a la télévision, on a la radio, on a la presse directement. Donc directement, il y a une influence derrière. Il y a ce point. Et autre élément qui, moi, vraiment m'a beaucoup marqué à travers, c'est comment les réseaux sociaux ont une longueur d'avance sur les institutions électorales elles-mêmes. Et ça, c'est une grosse question. Eh bien oui, c'est une grosse question. Justement, on allait en parler. Oui. C'est vrai que c'est un avantage, mais ça reste une menace aussi. Tout à fait, également une menace. Mais justement, quand on a encore des institutions qui sont sclérosées, avec le statocentrisme des partis dont on parlait, avec des générations qui ne sont pas au fait de toutes ces mutations, les enjeux sont grands. Il y a à changer la classe politique, c'est un élément crucial, important. Il y a également, en changeant le personnel politique, à changer les institutions. C'est comment est-ce que la commission électorale va gérer 2020 avec l'ampleur des réseaux sociaux. Je vous donne simplement quelques petits chiffres en termes d'évolution même je vais dire On va y aller très rapidement. Très rapidement, excusez-moi. Je vous donne un chiffre, je crois que ça m'a intéressé en venant ici. J'ai rapidement pris ce diagramme qui est très très intéressant. L'évolution du marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Quand on voit par exemple les abonnés en termes, je dirais, d'Internet, en 2000 il n'y avait pas du tout d'abonnés. Mais quand on monte en 2010, on était déjà à 3%. 2010 à côté, nous sommes à la veille de 2020. Imaginez-vous qu'en 2015, on est à 24%. Et à 2020, on prévoit déjà 45%. Vous voyez le poids qu'Internet va avoir. Et vous imaginez tout cet électorat potentiel et l'influence que ça pourrait avoir en termes de si cela n'est pas encadré, ça peut être explosif pour notre démocratie. Alors très bien. Vous parliez tout à l'heure de la commission électorale indépendante. De la commission électorale indépendante. Si cette réforme doit intervenir aujourd'hui, elle doit prendre en compte quels sont les éléments qu'elle doit prendre en compte? C'est simple. La commission est indépendante. Ah, si c'était si simple, ça se saurait. Mais sinon, mais c'est parce que la classe politique n'est pas brillante. Sinon, quand on dit indépendant, indépendant de quoi? Mais indépendant d'abord de l'administration qui aurait dû organiser ces élections si elle n'était pas partiale. Donc, indépendant de l'administration, mais indépendant aussi des acteurs politiques, c'est-à-dire les partis politiques. Donc, les critères, ce seraient lesquels? C'est simple. C'est la société civile. Maintenant, la CEI est une institution au confluent du droit et de la science politique. Il faut donc trouver des critères objectifs pour désigner ces commissaires avec un collège électoral qui pouvait être les institutions de la République. Par exemple, l'Assemblée nationale, par exemple, le Sénat, par exemple, la Chambre des rois. C'est-à-dire qu'on donne d'abord, on fait un appel à candidature avec des thèmes de référence bien définis, avec des critères en termes de compétences, en termes d'honnêteté, de moralité, etc., etc. Et puis, on peut dire, par exemple, il faut une confirmation par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. Mais ces personnalités ne doivent pas appartenir aux partis politiques, encore moins à l'administration. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que aucun parti politique ne veut de ce mode opératoire. Aucun. C'est pas seulement le parti au pouvoir. Tous les partis politiques ivoiriens ne veulent pas sortir de la CEI. Ça pose, je le dis avec gravité, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est sa classe politique. C'est sa classe politique. Donc, nous devons chercher à former davantage la classe politique que la population. Le jour où la classe politique sera politiquement mature, regardez ce qui se passe dans les partis politiques. C'est l'immaturité politique.
Dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle les divergences, les courants. C'est normal. Et regardez, on a l'impression que parce qu'on a créé un parti politique, ça devient, ça fait partie de notre patrimoine. Non, si j'ai créé mon parti, donc je ne quitte pas. Non, Bernard Kouchner a créé Médecins sans frontières, il est parti. Encore que ce n'est pas un parti politique. Oui, non, M. Niamien Konan en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, M. Niamien Konan a créé l'UPC, mais il a été mis en minorité au sein de l'UPC, il est parti. Voici des actes majeurs que les autres devraient suivre. Alors, Habib, les critères. Non, je pense que déjà, on a la chance d'avoir une commission électorale indépendante institutionnelle, puisque notre constitution prévoit cet organe. Après, ça devient très complexe, parce que c'est une question d'hommes. Et là où il y a des hommes, il y a des contradictions, il y a des intérêts à défendre, etc. On remarquera que, ça je l'ai souvent dit, tous les problèmes en Côte d'Ivoire sont des problèmes politiques. Et le cœur de ces problèmes politiques sont des problèmes liés à l'élection. Ça dénote un peu le côté, je ne dirais pas irrationnel, mais le côté égoïste des hommes politiques. Et remarquez par exemple, lorsque la CENI donne des résultats favorables à un parti politique, on ne trouve rien à dire. La CENI a bien travaillé. Mais quand le résultat est contraire à nos ententes, on trouve que la CENI... Et je pense que ça sera toujours comme ça. Julien l'a dit. Demain, on peut s'asseoir entre intellectuels, entre spécialistes, entre experts, définir des critères, les critères les plus objectifs. Vous trouverez des gens qui ne seront pas d'accord avec les résultats qui seront proclamés parce qu'ils n'ont pas gagné, parce que le résultat est... Je crois que c'est ainsi la vie des hommes, mais on est tous d'accord qu'il faut définir des critères clairs, il faut choisir des cadres compétents qui ont une probité dont personne ne doute, et puis laisser les populations regarder et créer des instruments de contrôle de cette institution, des instruments qui ne soient pas forcément des instruments étatiques. Voilà. Alors, oui. Il faut des contre-pouvoirs institutionnels, que la société civile joue véritablement un rôle, son rôle de contre-pouvoir, de contrôle de ces institutions. Mais je crois à un élément. Vous voyez, on a tous parlé des problèmes, je pourrais dire institutionnels, mais il reste la question des hommes. L'éthique en politique en Côte d'Ivoire est une denrée rare. Et les gens n'ont pas d'éthique. Je suis désolé de le dire, mais c'est grave. Oui. Or, je pense, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller en griffe l'immoralité? Il faut qu'à un certain moment, on se donne des garde-fous. Et l'humain, il peut aller jusqu'à, je dirais, sans limite. Mais c'est là où les institutions peuvent jouer un rôle d'encadrement. Donc moi, j'insiste également qu'il y a des contre-pouvoirs, que la société civile joue son rôle, qu'on fasse l'effort de ne pas rendre une commission indépendante dépendante des partis politiques. Il faudrait que cette société civile elle-même soit crédible. Oui, mais moi je pense que c'est un problème sociétal. N'essayons pas d'indexer seulement. C'est vrai que c'est pas que la classe politique. Voilà, la classe politique joue un rôle important, excusez-moi, dans cette problématique. Mais au-delà de la classe politique elle-même, je pense qu'il y a un imaginaire politique qu'on partage ensemble et des attitudes. Parce que vous voyez, même les électeurs, ils jugent cette commission en fonction de l'intérêt. Mais je voulais ajouter quelque chose rapidement. Oui, les hommes, on en a en Côte d'Ivoire, les hommes de valeur, on en a. Il y a eu un exemple lors de la transition militaire, M. Honoré Guier. Mais voilà, un exemple d'intégrité morale. Il a résisté. Mais où il est aujourd'hui? Justement. Tout le monde l'a oublié parce que quelqu'un qui a résisté à des militaires, ce n'est pas à des civils qui n'ont pas résisté. D'où la crainte des partis politiques envers, par exemple, un tel monsieur. Vous comprenez? Donc, les hommes intègres existent, il faut une volonté politique. Au regard des violences qu'il y a eu au cours de ces élections, on va le faire très rapidement, sur une réponse chacun. Est-ce qu'il faut craindre pour 2020? Je commence par Habib. Il faut craindre pour 2020. Il faut craindre pour 2020 parce que c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. 2020 a un enjeu beaucoup plus important. C'est l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et nous sommes des êtres humains, on ne voit la beauté du monde que lorsque il est de notre côté. Moi, ma crainte, c'est que ce qui vient de se passer est une forme de présage de ce qui pourrait
arriver en 2020. Heureusement que ces élections ont eu lieu, on a vu les failles, la violence, et même au niveau de la commission électorale, et les imperfections, on a vu des bureaux de vote qui ont ouvert pratiquement à 14-15 heures. Que chacun, les partis politiques, la société civile, la CEI, nos institutions se servent de ces impairs pour préparer l'élection de 2020. Ma crainte, c'est que nous avons connu une crise post-électorale de 3000 morts, et les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, de près ou de loin, ont perdu quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans ce traumatisme qui laisse toujours des séquelles. Alors, est-ce qu'on a vraiment tiré des leçons de ce passé récent-là, qui est très douloureux? Oui, moi, je pense que pour que 2020 soit apaisé, il faut dès maintenant opérer les changements des cadres théoriques, juridiques et institutionnels des élections. Il faut revoir les institutions qui participent de l'organisation et du contentieux des élections, c'est-à-dire la CEI, mais aussi le Conseil constitutionnel. J'ai déjà écrit et si la Côte d'Ivoire refusait le développement sur ces questions, j'ai fait des propositions, on peut revenir. Et si la Côte d'Ivoire refusait la démocratie. Et si la Côte d'Ivoire refusait la démocratie, merci Ange, vous me suivez très bien. Alors, donc il faut redéfinir, mais aussi le cadre théorique. Nos tests sont en conflit avec les valeurs universelles de la démocratie. Par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 20 millions. Mais où on va chercher ça? Et le suffrage universel? Justement, c'était des méthodes qui existaient dans la féodalité, contre lesquelles le système moderne est venu, pour dire que maintenant le riche et le pauvre peuvent être candidats, peuvent être électeurs. Mais à partir du moment où on dit qu'il faut avoir 20 millions, dans un pays où près de 48% gagnent moins de 300 francs par jour, avec les salaires et les traitements que les fonctionnaires ont, où trouver 20 millions? C'est de la plutocratie. Donc, nous sommes là en train d'assister à des élections qui sont totalement antidémocratiques. Deuxième élément, Rodrigue l'a dit tout à l'heure, 77% de la population a moins de 34 ans. Pour être président, il faut avoir 35 ans. C'est-à-dire que la jeunesse, et je le dis, selon l'Institut national de statistique, la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est entre 15 et 34 ans. Ça veut dire que ces élections excluent la jeunesse. On devient donc de droit. Nous nous inscrivons maintenant dans une gérontocratie, le pouvoir des vieux. Et il faut revoir cela pour éviter ce que j'appelle le vent de l'Ouest. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'Ouest, en Europe, il y a ce qu'on appelle le vote anti-système. En Italie, en Espagne, en Autriche, même en France, on a vu avec la montée de... Et on a vu cela avec l'élection de Donald Trump, mais aussi aujourd'hui au Brésil, avec la montée des extrêmes. La montée des extrêmes. Il faut éviter que ce vent de l'Ouest-là arrive en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, parce que l'élection de 2020, ce sera un test majeur. Très bien. Tout dernier mot, Rodrigue. Oui, bon, je pense que les deux collègues l'ont dit. Les élections de 2020, on ne devrait pas craindre ces élections si il y a des réformes importantes qui sont faites au point de vue institutionnel, comme Julien l'a dit. Si également le statocentrisme, ce fonctionnement sclérosé, gérontocratique et injuste et discriminatoire des partis politiques est réformé et qu'il y a une offre politique beaucoup plus intéressante, beaucoup plus de transparence, de sorte que les citoyens aient un peu plus confiance un peu au système. Voilà. Donc je pense que les défis sont collectifs et il ne s'agit pas de jeter la pierre seulement à la classe politique, comme la mais la société civile devra continuer de jouer son rôle important. C'est vrai que depuis longtemps on la catégorise, mais je pense qu'il faut reconnaître que de plus en plus elle essaie de se positionner et d'être un acteur de contre-pouvoir. Elle doit jouer son rôle de veille, d'éveil et de force de proposition. Et il faut que également tout le monde, que ce soit les communautés, ceux qui ont un pouvoir quelque part, les chefs locaux, ça c'est très important, et les religieux jouent également leur rôle. Ils ont toute une responsabilité. Quand on parle d'éthique et de morale, je pense que les religieux et les chefs communautaires devraient être quand même ce grain de sel qui essaie de donner plus de saveur à la démocratie. Pour finir, une toute dernière chose. Oui, d'accord, on y va très vite. Ange a dit, et la remarque est pertinente,
35%, non, 77% de la population ivoirienne en dessous de 35 ans. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire, il faut qu'on soit responsable. Quand on ne veut pas, on dit non. La dernière constitution qui fait que pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut avoir un minimum de 35 ans. Mais cette constitution n'a pas été imposée aux Ivoiriens. C'est une constitution qui a été votée à travers un référendum où près de 90% des Ivoiriens sont allés voter, oui. Et une partie des populations ne sont pas allées voter parce que des partis politiques, je dirais irresponsables, ont appelé les populations à boycotter. Je dis, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. La démocratie aussi, c'est ça. C'est des textes, c'est la majorité, etc. Mais quand un parti politique vous appelez vos électeurs à aller boycotter l'élection, une élection majeure où c'est la loi fondamentale, où il y a des textes importants, vous ne participez pas. Mais ceux qui participent iront décider pour Ils vous. feront la loi. Et ce qui sera décidé va s'imposer à tout le monde. Voilà, merci à tous, merci Habib, merci Rodrigue, merci Julien, c'est la fin de ce débat, on se retrouve très vite.